Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si ça marche cette fois-ci. Moi, je vous entends. Ah bon, d'accord. J'ai été empêchée tout à l'heure par le problème de connexion. Et la question que je me posais, c'est sur les arbres en ville. C'est que j'habite dans une ville où la municipalité a tendance à couper les arbres avec un certain nombre de prétextes. Ils seraient malades, ils seraient trop vieux, les racines abîment le sol, etc. Bon, il y en a beaucoup qui sont coupés. On nous promet d'en replanter. Ce que j'ai compris quand même, c'est qu'entre le moment où on coupe un arbre qui a 40 ans et où le moment où on plante une petite pousse de quelques centimètres avant qu'elle absorbe le CO2, qu'elle produise de l'ombre, voilà, il va y avoir un certain temps. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de ces stratégies qui, voilà, et ce qu'il faut faire. Merci. Vous avez bien résumé les choses, c'est-à-dire que les services écosystémiques offerts par les arbres se constituent dans le temps et on ne remplace pas un arbre mature en port libre de grande ampleur par 1, 2, 3 arbres jeunes qu'on vient de planter. Alors après, c'est une réalité que dans certains aménagements où certains arbres sont abîmés, sont vieux, sont en train de mourir ou sont malades et que par prévention, ils ont besoin d'être remplacés. Par contre, c'est des choses qui ne doivent pas être systématiques, c'est-à-dire qu'il faut faire appel à des gens dont c'est le métier, qui vont expertiser l'état de l'arbre, qui vont voir dans quelle mesure il est sauvable ou au contraire, il faut absolument le remplacer. Maintenant, il y a un point de vigilance très fort à avoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des projets où on dit on va couper des arbres matures, mais ne vous inquiétez pas, on va replanter 10 arbres, on va replanter 3 fois le nombre d'arbres qui ont été coupés. Sauf que ça, en termes de services écosystémiques, ça ne fera pas le nombre tout de suite. Quand les arbres plantés seront majeurs, matures, ça marchera, mais à court terme, non. Donc c'est un petit peu l'importance de préserver les sujets existants, parce qu'ils viennent avec leur ombre, avec leurs racines, avec leur cortège faune-flore qui les accompagne et qui permettent de développer ces services écosystémiques. Parfois, on voit des aménagements où on a beau mettre des jeunes arbres à la place des anciens, les jeunes arbres ne survivent pas, parce qu'il n'y a plus assez d'ombre sur la place, il fait trop chaud, ils n'ont pas des racines suffisamment développées pour aller chercher de l'eau. Donc voilà, c'est toujours délicat de penser qu'en coupant des arbres existants, on va forcément revenir à la situation de départ avec de nouveaux arbres. Une autre question pour Olivier Papin. Bon, apparemment... C'est rapide. Oui, mais vous pourrez parler lors de la table ronde. Alors, écoutez, puisque nous avons toujours Olivier Canet qui est parmi nous et qu'on n'avait pas pu poser des questions, je vous invite à poser les questions concernant l'agroforesterie et sa conférence. Voilà. Non, il faut les trois. Allez. Je me peux m'en rejoindre alors. Il faut inviter Geneviève et Eric. Merci pour la présentation. Moi j'ai une question par rapport à la taille. Du coup je suis arboriste également et je fais beaucoup de châtaigniers en Ardèche. J'ai l'impression que même à l'intérieur de la communauté locale là-bas, il n'y a pas de consensus sur l'efficacité et le besoin de la taille des châtaigniers. Est-ce qu'on sait là aujourd'hui ce qui fait que... Donc moi je suis passé aussi par le même certificat de spécialisation en élagage où on nous apprend que tailler un arbre c'est dangereux et problématique. Qu'est-ce qu'on sait ce qui fait que quand on taille un arbre une fois, c'est problématique. Quand on le fait 100 fois, ça devient plus un problème. Aujourd'hui, on a des connaissances là-dessus ? Oui, on a des... Alors c'est vrai qu'elles sont pas enseignées, elles sont un peu dénigrées et à juste titre, puisqu'il suffit de voir les photos qu'on a vues tout à l'heure et à juste titre. Hein, donc, mais la trogne est une forme parfaitement particulière qui demande une gestion, un entretien tout aussi particulier et régulier. Et on va pas difficilement rentrer dans les détails, mais c'est ça qui fait la différence de la réitération, de la restructuration, de la recomposition de tous les canaux, de toute la structure racinaire, ce qui fait que ça fait un arbre qui est indéboulonnable, indéracinable, impénétrable par la tempête, etc., etc. Donc les trognes sont... vous connaissez peut-être le livre de Dominique Mention que j'ai nommé. Hein, donc la trogne est un cas particulier, mais qu'il faut connaître et traiter. C'est pour ça que je parle de formation, c'est normal. Vous n'avez pas cette approche-là. Nous, ça fait 30 ans qu'on la travaille, avec toutes les difficultés, etc., etc. Mais, et la taille sévère du châtaignier, que j'ai nommé, la taille sévère du châtaignier, c'est toujours pareil. Je parlais du sol. La taille sévère du châtaignier, c'est
C'est un diagnostic particulier, précis, qu'il doit falloir faire. Ce n'est pas systématique. Hein. Mais si vous regardez le peuplier qui est juste là, j'insiste, hein, c'est très mal fait, mais si ce n'est pas fait, il n'y a plus d'arbres. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire comme ça, hein, que les choses soient bien claires. On est entre techniciens. Donc, si ce n'est pas fait, il n'y a plus d'arbres. Si vous le regardez bien, il est réitéré. C'est très technique, hein, c'est une science très précise. Si on le rabaisse encore 2 fois, cet arbre, il est immortel. Je parie ce que vous voulez, que cet arbre, repris correctement 2 fois, deviendra totalement immortel. Le peuplier, c'est un sujet qu'on connaît parfaitement. Il y en a partout dans les pays de la Loire, du peuplier noir, hein, celui-là, dans l'Aragon, partout. Il devient totalement immortel. Donc je peux mettre tout ce que vous voulez sur la table. Je ne suis pas très joueur. Hein. Et c'est ça qu'il faut regarder. Dans l'état où il était, dans l'état où on l'a mis, il est réitéré en bas. Et à partir du moment où il est réitéré, si on le reprend correctement, mais c'est une science qui est très complexe. Et les paysans l'ont toujours fait, on l'a toujours dénigré. Bien sûr qu'il ne faut pas faire comme ça. On ne va pas lancer un débat là-dessus, hein, une polémique. Hein. Bien sûr qu'il ne faut pas le faire. Sauf que là, c'est fait qu'en le reprenant, en gardant les meilleurs brins, en le structurant, il sera parfaitement creux, puisque tous les canaux seront séchés jusqu'en bas. Mais quand il fera 3 mètres de haut, ce qui sera sa taille finale, il ne bougera plus jamais, on le retaillera tous les 4 ans, et tous les 4 ans, il se réitérera, il reconduira, il reprofilera, il remettra tous les canaux, il refera l'ensemble du système racinaire, donc vous aurez un arbre parfaitement neuf sur un vieux. Et c'est ce qu'on souhaite quelque part, à partir du moment où il est comme ça. Si on ne le fait pas, cet arbre, il tombe dans 3 ans, il est terminé, il arrache tout, il disparaît. Je rappelle que le peuplier, c'est une plante pionnière qui reste pas longtemps. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il reste longtemps dans ces cas-là. Le plus intéressant, c'est d'en laisser pousser à côté et d'en replanter. Hein. La science de la trogne, c'est quelque chose qui est très connu aujourd'hui. Qu'il faudra. On a un groupe national d'ailleurs, hein, financé par l'OFB, puisque j'ai vu le logo de l'OFB passer, un groupe national qui caractérise, qui structure, qui vérifie, qui amplifie, qui hiérarchie. Ernst nous aide et d'autres pour mettre en perspective. Moi, je fais le pari que la moitié des arbres en ville, dans quelques années, sera des arbres têtards parce qu'on n'aura pas le choix. Il n'y a plus de place en ville parce qu'on a mis des réseaux strictement partout et du béton. La moitié des arbres en ville seront des arbres têtards. Ils seront riches de biodiversité. Ils fourniront du BRF pour les massifs. Ils finiront de l'énergie pour les restaurants, les guinguettes qui font des grillades. Et tout le monde sera content. Ils ne démonteront pas les trottoirs. Ils ne démonteront pas les salles de bain, etc. Je n'ai pas dit qu'il fallait tailler tous les arbres. Je fais le pari que le retour de l'arbre en ville, ça sera des lianes et des arbres têtards. Et tout le monde sera content. Ça sera bourré de chauves-souris, dessins d'abeilles sauvages, tout ce qu'on souhaite faire. C'est juste une forme qu'il faut regarder de près. Il ne faut pas regarder juste « Oh là, c'est moche, on lui a fait mal ». Je n'ai pas eu le temps de le dire, mais dans ma formule qui dit « l'art d'apprivoiser le soleil », il y avait une petite image qui montre qu'il y a une branche, un rameau qui tombe au sol. Le sol se nourrit des rameaux des arbres qui sont taillés tous les jours par le vent, par des phénomènes divers variés. L'importance de mettre ce carbone frais au sol. Pas n'importe comment, pas à n'importe quelle condition. Bien évidemment, tout ce que tu as montré à juste titre, c'est des tailles sauvages, ce qui n'a rien à voir avec l'arbre têtard. Les Anglais ont caractérisé la longévité de ces arbres têtards. Mais peut-être que d'autres veulent en parler que moi. Geneviève. Non. Tu connais rien, tu fais que ça. T'as montré toutes les photos que tu as montrées, c'est des arbres têtards ce matin. Ah bon? Tiens donc, c'était beau, hein? L'arganier, il n'est pas taillé. Je ne veux pas monopoliser, hein. Je n'ai pas le monopole de la trogne. Vous avez parlé tout à l'heure de 10 règles à mettre en place pour optimiser la plantation des arbres. Est-ce que vous pouvez brièvement les détailler et nous donner des conseils pour optimiser? Oui, si vous voulez, oui, je peux. C'est gentil, merci. Oui, je peux. Je vais faire vite, ça obéit à des variantes, bien évidemment. Il faut planter petit. Il faudrait semer, dans l'absolu, il faudrait semer. Il y a beaucoup de prédation, hein, il y a la levée de dormance, la stratification. Idéalement, il faudrait semer. On va planter du jeune plant, surtout pas en godet, d'1 an, jamais plus, bien conformé, bien raciné, poussé et préparé dans un sol fertile avec tout ce qu'il faut, etc. Donc rien que le plan, c'est déjà un métier.
Vous plantez un arbre de plus d'1,20 m de haut en plein champ, en plein soleil, vous avez toutes les chances pour que ça ne marche pas et vous verrez les dégâts 5 ans après. Plus vous plantez petit, mieux c'est. L'arbre, il doit être impérativement... Alors je parle de projet, c'est un peu mon métier, de projet agroforestier. Je ne parle pas de l'arbre en ville, je ne parle pas de l'arbre qui est devant la mairie. Si devant la mairie, vous mettez un tilleul de 25 cm, c'est compliqué. Non mais c'est vrai, hein, il faut faire la part des choses. Moi, je parle des systèmes agroforestiers. On va le protéger systématiquement, certainement pas avec un tuyau, avec une protection climatique. Pour qu'il ne soit pas insolé, qu'il ne soit pas surchauffé. On va obligatoirement mettre un paillage. Le meilleur des paillages, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le BRF, le bois broyé. On va mettre un tuteur qui ne tient surtout pas l'arbre, puisque l'arbre doit avoir une amplitude pour mettre ses racines en place, doit bouger de 7-8 degrés. Pas se dire de bêtises, parce que... pour que les hormones se mettent en place. Donc il bouge dans sa protection parce que les débroussailleuses, parce que les tondeuses, parce que les chiens, parce que les sangliers, parce que les chevreuils, parce que les rotophiles, qui sont un gros problème pour les arbres partout, les rotophiles, c'est catastrophique. Le paillage doit tenir 3 ans, pas une herbe au pied d'un arbre pendant 3 ans, pas faire de trous, jamais, jamais, jamais faire de trous, jamais faire des mouvements de terre pour planter un arbre. Fissurer, le meilleur des fissurages se fait à la sous-soleuse quand on plante plusieurs arbres ou avec une dent sur une pelle mécanique ou à la main. Il faut fissurer le sol à l'automne, surtout pas en hiver quand les sols sont humides. Donc il faut préparer le sol en octobre, en septembre, pailler obligatoirement en octobre et planter décembre, janvier, février et rien d'autre. Et comme ça marche. Il faut le suivre un petit peu, le protéger, et en respectant ces règles, qui le sont peu souvent, vous avez 98% de réussite, à peu près. Mais la première que j'ai oubliée, c'est ce qui s'appelle évidemment le projet. J'ai montré les 22 critères d'évaluation avant de mettre un arbre. Parce que j'ai un sol qui est comme ça, mais à 20 mètres, il n'est pas du tout le même, parce que la parcelle est hétérogène et parce qu'elle a été travaillée différemment. On a des sols aujourd'hui qui sont passés au rotavator, au motoculteur, qui sont complètement défoncés d'une parcelle à l'autre. Donc on ne met pas le même arbre, on remet une plante pionnière. Justement, on a parlé du peuplier qui va le réparer, ou un saule, etc. Donc le choix de l'arbre, il est totalement déterminant avec cette projection qui est complexe. Faire une projection à 50 ans, ce n'est pas facile. Mais comment on imagine que ces arbres vont rester? Et pourquoi c'est pas anodin? Pourquoi je vous remontre du frêne? Pourquoi je vous remontre du frêne dimorphe au Maroc? Je vous remonte du frêne dimorphe au Maroc parce que les paysans, ils ont gardé le frêne avec 150 mm d'eau et que nous, on nous dit qu'on va planter des oliviers partout. Vous voyez la difficulté dans la génétique de ces plantes qui finalement, avec le temps, avec l'usage et la place de l'homme avec un grand H, se sont adaptés. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Sinon, c'est facile, on dit, on fait varier de 100 km tous les 5 ans. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un sujet qui est un sujet qu'on prend très au sérieux, sur lequel beaucoup de monde travaille, pour lequel on n'a pas toutes les réponses. En tout cas, pour moi, faire du contrôle dans mon métier, je vois malheureusement que beaucoup d'arbres sont mal plantés. Et de l'importance de ne pas les arroser, de ne pas lessiver à la plantation. Mais ça veut dire qu'il faut planter dans des bonnes conditions, dans de la terre fine, avec un sol paillé, juste humide comme il faut, etc. etc. Ok, merci. Peut-être ça sera peut-être la dernière question, parce qu'après on va passer à la table ronde. Et vous pourrez également poser des questions à l'issue de la table ronde. C'est juste, ça m'a fait bizarre quand vous dites on n'arrose pas après la plantation. Surtout pas. Mais vous pouvez, juste pour moi, on arrose pour que la terre colle aux racines. Et pourquoi vous ditt qu'il faut Parce surtout... que la terre colle pas aux racines quand on arrose, on lessive les racines. Quand on arrose, on croit que ça colle, mais quand on est dedans, c'est pas du tout le cas. Donc on n'arrose pas la plantation. Par contre, on plante en hiver sur un sol qui est juste humide, juste humecté, fissuré, avec une réserve utile importante, et ça colle très bien, ça marche très bien. Il n'y a rien de pire que d'arroser un arbre à la plantation. Alors, toujours pareil, si vous le plantez en mai parce qu'on vient de vous l'offrir et que vous n'avez pas le choix, ce qui est vraiment la dernière des choses à faire, là vous l'arrosez. La question, c'est de respecter toutes ces règles. Un arbre, ça naît dans une litière forestière. Le bois broyé reproduit
à peu près cette litière forestière. Quand vous posez du bois broyé, du foin ou des feuilles sur le sol au mois de septembre, quand vous décrochez, vous ouvrez ça, au mois de novembre, décembre, c'est bourré de vers de terre, c'est bourré de vie, ça sent vraiment l'humus. Et les arbres poussent, c'est les vers de terre qui font l'enracinement de la plante. Et ce sont, on l'a dit et redit, ce sont les mycorhizes qui l'alimentent, et rien d'autre, et pas la flotte ou pas l'engrais qu'on va mettre. On aura l'occasion de parler des mycorhizes demain avec un grand spécialiste, Marco qui vient. Marc-André Sellos. En plus, Marco, voilà. il a de belles cravates, il a la chevalière, il est toujours impeccable. Pourquoi t'as pas de cravate, toi? Tu es encore un peu plus intelligent que lui. Tu l'as avalé, ouais. Alors, je pense que la plupart des gens qui étaient là, qui ont assisté aux différentes conférences, sont encore là. Je ne pense pas que des nouvelles personnes soient arrivées entre-temps, mais si jamais, je vais quand même vite représenter les participants de cette table ronde. Mais tout d'abord, je voudrais donner le titre, le thème de la table ronde du jour, qui est en lien avec la thématique du jour, donc arbres et civilisation vers un équilibre homme-arbre, ce qui revient à dire, en fait, se poser la question fondamentale, comment concilier activité humaine et préservation des arbres et des forêts. Et donc, on a la chance d'avoir un panel d'experts parmi nous, chacun dans un domaine bien particulier. Donc, on a une représentante de l'agroforesterie spécialisée, donc Zoubida Charouf, spécialiste dans l'agroforesterie en milieu désertique, semi-désertique, et surtout sur de la culture monospécifique, essentiellement arganais et puis d'autres palmiers dattiers. On a Ernst Zürcher, qui est un fin connaisseur, expert en sciences du bois et en chronobiologie. Et puis nous avons donc Alain Canet, qui est donc agroforestier. Également Geneviève Michon, qui est donc une chantre aussi de l'agroforesterie. Nous avons Éric Fabre qui nous présente un autre modèle, là plutôt de gestion, plutôt de non-gestion par les humains, de forêts, de recréation de forêts primaires, donc de laisser en libre évolution sans intervention de l'homme, ou du moins le moins possible, de laisser les forêts se régénérer par elles-mêmes et sans intervention humaine, avec Émilie Dupuis, vous vous rapprochez un petit peu de ce modèle, sauf que c'est des forêts un peu plus... c'est des vieilles forêts, mais pas forcément pas des forêts primaires, c'est pas du moins votre objectif, c'est en tout cas préserver déjà des vieilles forêts de 200 ans, alors que votre objectif est à beaucoup plus long terme. Et puis nous avons un représentant, alors plutôt des arbres en milieu urbain et périurbain, des arbres d'alignement au bord des routes. Et nous avons Olivier Papin, donc je ne sais pas s'il est encore... non, il n'est plus en connexion avec nous, dommage, qui représentait l'arbre en milieu urbain et les couverts arborés en milieu urbain. Donc, nous avons un panel de différents modèles en fait, de gestion des forêts et des couverts forestiers des milieux arborés. Et donc, je vais d'abord vous poser cette question. Votre point de vue pour réaliser le meilleur maillage entre ces différents modèles que vous représentez les uns les unes et les autres, pour organiser un maillage le plus efficace possible, pour rendre les forêts et les milieux arborés les plus résilients possibles, puisqu'ils nous apportent à nous, êtres humains, énormément. Donc ça sera la première question. La deuxième question, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, qui m'a frappé, c'est l'importance, quel que soit le modèle, que ce soit de la forêt en libre évolution, forêt sauvage,
ou bien de l'agroforesterie, donc, ou forêt domestique, l'implication des populations locales et des sociétés civiles est extrêmement importante, est un gage de succès pour chacun de vos projets. Et donc, je voulais vous poser la question à chacun, suivant votre angle de vue et votre domaine d'expertise. Comment peut-on impliquer au mieux les sociétés humaines et les populations locales pour les reconnecter? J'ai beaucoup aimé ce que vous disiez, monsieur Alain Canet, pour reconnecter, recréer du lien entre l'animal et le végétal. Et donc voilà, ce que vous préconisez chacun les uns et les autres. Et puis, la dernière question que je voulais vous poser, ça c'est quelque chose qui m'est apparu au cours de chacune de vos interventions, c'est la place aussi du droit pour protéger les arbres. Et quels outils juridiques, est-ce que les outils juridiques qu'on a à disposition sont suffisants ou faut-il en créer d'autres? Notamment, je pensais au niveau international, par exemple aux peuples autochtones ou peuples racines qui vous sont très chers, professeur, qui prônent une déclaration universelle des droits de la nature. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres modèles, vous, à préconiser, en plus de renforcer les outils juridiques qui sont déjà en place en France, au Maroc, en Europe ou dans le monde, si vous avez des propositions de nouveaux modèles juridiques, de nouvelles stratégies à proposer aux pouvoirs publics et aux instances internationales, et notamment, et puis alors pour terminer, excusez-moi, pour terminer, j'aurais bien voulu que vous nous fassiez que vous fassiez un message, que vous envoyiez un message aux générations futures, en conclusion, ce que vous envisagez pour toucher le plus possible la jeunesse, parce que ça, dans chacune de vos interventions, c'est apparu, l'importance essentielle de transmettre aux générations futures le message à leur inculquer, à les éduquer comme vous éduquez vos arbres dans l'agroforesterie, dans les forêts domestiques. Voilà, donc quel message transmettre pour être le plus efficient et toucher le plus possible les jeunes qui sont de plus en plus connectés, pas aux arbres malheureusement, mais plutôt aux écrans. Voilà, donc voilà les questions sur lesquelles je vous propose de... Alors la première, c'est... il y a deux intervenants qui ont parlé de maillage, de différents modèles de gestion. Et donc, j'aimerais bien que vous nous donniez votre avis sur comment organiser le maillage idéal entre vos différents modèles de gestion de la forêt et des milieux arborés. Voilà. Concernant le maillage, moi ça m'évoque deux, trois choses. La première, de manière très terre à terre, c'était un petit peu le schéma que j'évoquais dans la présentation de ce qu'on appelle cette fameuse trame de vieux bois. Donc à savoir les espaces forestiers, forêt en tant que telle, bien évidemment, il y a la connexion avec tous les éléments plutôt sous forme linéaire d'alignement de haies, d'autres bosquets et autres. Et au sein des espaces forestiers, il y a toute l'importance à la fois au sein des forêts gérées, garder des arbres qu'on va pouvoir qualifier d'arbres habitat, arbres bio, mais aussi cette notion d'avoir des réseaux d'îlots, donc des surfaces un petit peu plus importantes qui seront laissées en libre évolution et aller, pourquoi pas, bien au-delà avec des systèmes de réserve. Donc ça, c'est une manière très terre-à-terre ce que ça m'évoque. Après, ce que je me dis, le maillage, on voit, ça passe dans les écosystèmes forestiers. Ça évoque aussi tout le maillage qu'on a par les systèmes mycorhiziens ou autres. On voit qu'il y a toute cette connexion au sein des forêts, mais aussi entre les arbres eux-mêmes, et puis aussi surtout qu'il y a un bon maillage d'acteurs sur les territoires, comme les journées comme sont aussi aujourd'hui, de faire échanger en fait toutes ces personnes qui s'intéressent en tout cas à ces questions de forêt, d'agroforesterie, et donc voilà, c'est un petit peu ces différents maillages-là qui me viennent à l'esprit.
Mais si on prend un par un les questions une par une, on est, comme dit Alain, on n'est pas couché. Donc, je ne sais pas, si vous êtes prêts à ce qu'on reste jusqu'à 10h du soir. Non, 19h. 19h30. Voilà. Voilà. Oui, le micro est toujours là. Mais c'est bon. Non, tu veux dire quelque chose? Vous donner quelques pistes, selon vous, vraiment brèves évidemment, parce qu'on n'a qu'1 heure et demie. Donc, Alors moi je dirais que le modèle idéal, c'est pas de modèle. Il n'y a pas de modèle idéal sur quel est le patron, quel est le réseau. Il faut regarder ça en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction des conditions du lieu. Un jour, il y a des jeunes qui m'ont appelé, qui m'ont dit on veut faire une forêt nourricière, dites-nous combien de pourcents de clairière il faut dans notre forêt. Mais j'en sais rien. Ça dépend où ils sont, ça dépend de ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent faire des légumes, des petits fruits ou autre chose, s'ils veulent avoir des lapins, des chevreuils ou pas. Donc il y a pas le modèle, c'est pas de modèle. Effectivement, penser à la connectivité, penser à tout ça, ça c'est des grands principes, mais après, c'est un peu le biais des experts et le biais de ce qu'on demande à des experts, c'est donnez-nous le modèle qui va marcher. Il n'y a pas de modèle qui marche. Pas de modèle universel. Quand on était dans l'agroforesterie en Indonésie, cette agroforêt à Damar, là, celle qui fait la résine, merveilleux système. On a trouvé des traces de rhinocéros. C'est quasi comme de la forêt primaire. Et quand on a enfin convaincu les forestiers que c'était un bon système, ils ont dit ah ben on va en faire partout. Mais surtout pas. C'est pas ça qu'il faut faire partout. Donc voilà, pour moi le meilleur modèle, c'est pas de modèle. C'est pour ça que j'ai parlé d'organisation, d'un maillage, en fait. C'est ce qui est ressorti, en tout cas au cours de certaines des interventions, entre plusieurs modèles, justement, de façon... oui, après, c'est évidemment en fonction des conditions climatiques, on en vient à et un peu des généralités, c'est-à-dire pas d'espace archi-protégé d'un côté et d'espace archi-productif de l'autre. On a déjà, je ne sais plus qui disait ça, voilà, essayer de combiner un peu tout ce qu'on peut faire avec les arbres, des vieilles forêts, des jeunes forêts, des agroforêts, des haies, des champs, des clairières, etc. etc. Moi, si je peux me permettre un petit peu, quelques secondes, hein. Je pense qu'on ne connaît pas la nature. On ne connaît pas la nature. Là, on est passé, on sort d'un rapport soit d'exploitation de la nature, soit de peur, mais pas dans un rapport de communication. Donc, évidemment, comme tu dis, le modèle, on n'en aura pas, parce qu'on ne sait rien. On ne sait rien. Depuis ce matin, moi, j'apprends des quantités de choses que je ne savais pas. Et je n'ai pas appris ça à l'école, et comme nous tous ici. Donc, il y a quelques universitaires et quelques gens comme vous ici qui savent. C'est pour ça qu'on vous met ensemble. Donc, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de modèle. Et comment fait-on pour vivre sans modèle? Eh bien, on va faire le mieux qu'on peut. C'est-à-dire, on plante le plus de biodiversité possible, parce qu'au moins, comme tout le monde aura sa chance, et partout. Donc on commence par planter partout, on arrête de couper un peu, de détruire évidemment, là, on commence à se calmer un peu au niveau de la destruction, on plante partout, et je pense que, l'intelligence des humains, elle est issue de l'intelligence de la nature. Et de vivre dans un monde intelligent, je pense qu'on va devenir nous-mêmes, on va redevenir intelligent. Parce que là, le rapport soit d'agressivité, soit de crainte, j'appelle ça un rapport bipolaire quand même. Hein. On est un peu bipolaire par rapport à la nature. Et, parce qu'on ne communique pas. Et ce forum-là, il a pour but de relancer la communication avec notre environnement. Et pour ça, de commencer par dire et de prouver que c'est un environnement intelligent. Donc l'équilibre homme-arbre, comme c'est montré là-haut, parce que j'ai décidé de faire ces tables rondes autour de s'inspirer du monde des arbres pour bâtir le monde de demain, eh bien depuis ce matin, on parle de biodiversité. On dit une forêt, c'est forcément varié. Quand vous creusez dans le sol, vous voyez un nombre de bestiaux littéralement hallucinant. Et tout le monde a sa place, même les souris, même les renards, etc. Et donc on remet un peu en mer. S'il y a un modèle, et s'il y en avait un, ça serait de remettre un maximum de biodiversité partout, le plus possible. Et donc ça, ce sont des interventions qui sont à la fois politiques de la part des politiques, évidemment, mais qui sont aussi des interventions citoyennes. C'est-à-dire chacun dans votre jardin, sur vos balcons, sur vos terrasses, dans vos parcs, dans vos forêts, et petits, moyens, grands, maires de ville, préfets, sous-préfets, régions, etc. Tout le monde plante de la biodiversité partout.
Et on arrête de couper, évidemment, des arbres en ville, parce que sinon on risque de se retrouver avec des 60 degrés dans les villes bientôt. Et on s'y met tous. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce forum. C'est pour montrer qu'il existe, actuellement, on a les solutions, on les a. Là. On sait maintenant. On sait comment réaliser un équilibre homme-arbre. Il suffit de vous rassembler et de vous donner la parole et de noter ça. Donc le maillage, il va se faire tout seul. En fait, le maillage, il n'en faut pas. On plante partout, etc. Et on va s'adapter petit à petit. On va commencer par se rafraîchir les idées, parce que les villes vont devenir moins chaudes, et les campagnes vont devenir moins désertiques. Et petit à petit, il y a des intelligences qui vont naître. Alors j'en veux pour exemple l'équilibre homme-arbre. Je vous donne un exemple très simple. Il y a une étude finlandaise où on a pris 2 crèches de petits bébés, des enfants. Une crèche béton, donc des enfants béton, et une crèche forêt, des enfants du même âge, forêt. On a fait une prise de sang 6 mois après, sur les enfants. Eh bien, les enfants forêt avaient un système immunitaire qui était parfait. Et les enfants béton avaient tous une immunodéficience immunitaire. Une immunodéficience. Ensuite, au niveau des comportements, les enfants béton avaient tous des comportements agressifs totalement ou semi-agressifs en réponse à des stimuli. Les enfants forêt avaient tous des comportements pacifiques en réponse aux mêmes stimuli. Donc, quand vous partez d'un comportement paisible, automatiquement vous arrivez à de l'intelligence. Et quand vous partez d'un comportement agressif, immédiatement vous arrivez à de la bêtise. Donc, vous appliquez ce que vous faites avec ce qu'on a fait avec les enfants, là, on l'applique en ville. Vous déboisez, vous rendez les gens agressifs. Donc, il n'y a plus d'équilibre homme-arbre. Il n'y a même plus d'équilibre homme-homme. Et vous reboisez, vous remettez un équilibre homme-arbre, donc vous reboisez, et automatiquement, vous avez des gens qui redeviennent, excusez-moi, parce qu'on n'est pas si bête que ça non plus, mais qui redeviennent naturellement intelligents. C'est-à-dire, l'intelligence, pour moi, c'est la faculté de trouver des solutions à des problèmes. Or, comme je disais hier dans l'introduction, les arbres n'ont pas de problème. Ils n'ont que des solutions. Et nous, actuellement, depuis ce matin et depuis des années, là, depuis qu'on commence à déboiser à haute dose, on n'a que des problèmes. Donc cet équilibre homme-arbre, il est tout simplement vital. Il suffit d'arrêter de couper les vieux arbres qui sont des très gros porteurs de mémoire et de commencer à boiser partout où on déboise. Et c'est pour ça que je disais hier que l'agroforesterie, ce n'est pas une solution, c'est la solution. Voilà. Donc on peut passer, je pense, à la deuxième question. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on gardera 30 secondes à la fin et on ira tous se connecter à un arbre et on prendra l'énergie de l'arbre, parce que ça, c'est juste fondamental, de prendre l'énergie de l'arbre. Rien que ça, je pense que c'est hyper simple, tout le monde peut le faire, c'est pas secret, mais de se connecter, de prendre et de voir comment on prend l'énergie en dehors de tout ce que ça nous fait. Parce que c'est juste essentiel. Le truc le plus important, c'est que tous les gosses plantent un arbre et jouent dans les arbres. Et à partir du moment où on a joué dans les arbres, je vais faire court, mais bon, il y a un problème d'éducation. Il y a un problème d'éducation et de connaissance. C'est-à-dire, la biomasse et la biodiversité, c'est le même sujet. La biomasse, la biodiversité et l'eau, c'est le même sujet. Pour l'instant, on a tout cloisonné. On protège d'un côté, on a tout cloisonné. Moi, je n'ai pas de leçon à donner, il faut tout décloisonner. Comme la dernière question, c'est la loi. Moi, je suis à la fois pour et contre la loi, pour avoir en partie écrite à Bruxelles et à Paris. Je suis pour et je suis contre, parce qu'on s'arrête à la loi et la loi est toujours obsolète. Et la protection, attends, c'est moi qui parle. La protection, je vais voir si je peux. La protection des arbres, c'est à la fois la meilleure et la pire des solutions. Parce que dès qu'on protège, on s'arrête juste là. Non, c'est compliqué, je n'ai pas la réponse. Ce que je veux juste dire, dans les 22 000 fermes que je caractérise avec mes équipes, les agriculteurs avec lesquels on travaille, ils ont tous beaucoup plus d'arbres que la loi. Ils en ont tellement plus. Et ils ne s'arrêtent certainement pas là où on leur dit dans ton petit label, fais ci, mets 3 fleurs en bas de ton champ et un nichoir et je ne sais pas quelle connerie qui sert strictement à rien. Ils sont tellement au-delà de ce cadre, tellement au-delà de ces lois, parce que l'arbre est leur outil de production.
Il est essentiel dans la chaîne. Je ne vois pas, pour rester, on parle de la ville, l'agriculture que je connais un tout petit peu mieux, je ne vois pas comment on peut produire quelque agriculture que ce soit, sous quelque latitude que ce soit, sans les arbres. Je ne vois vraiment pas comment on peut faire une production agricole en autonomie, parce que c'est la question de la cohérence, de l'autonomie, hein, et de la productivité sans les arbres. Et il y a un gros travail à faire, à mon avis. Quand je disais qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse cette acculturation dans chaque canton, qu'il y ait quelqu'un qui connaisse un petit peu, personne n'est contre. Ce qu'on dit là, personne n'est contre. Moi, j'ai jamais, en 32 ans, j'ai jamais trouvé un agriculteur contre l'agroforesterie. Pourtant, il y en a que 6% qui en font. Vous voyez le problème? Attends, Alain. Ah oui, c'est à toi maintenant. Juste un petit truc là. Puisqu'on a une délégation africaine là, il me semble qu'en brousse là, ou dans les pays où travaillent avec la dimension psychique des arbres, on ne prend pas l'énergie de l'arbre. On fait des offrandes à l'esprit de l'arbre, et lequel l'esprit de l'arbre après, c'est lui qui dispose de l'énergie qu'il a pour donner ce qu'il a à donner. Mais on commence par donner avant de prendre. C'est le système des offrandes. Alors, bon, on n'a pas les poulets. Hein, Patrice, t'as pas pris les poulets, là. On va prendre des œufs de poule fécondés, du lait. On fait faire des offrandes à la nature. Est-ce qu'on pourrait... Je suis d'accord avec Claude, mais il faut demander à l'arbre, il faut lui demander ce qu'il veut. Avant de, toi, tu as dit, on va sortir, on va prendre l'énergie de l'arbre. Mais pourquoi? C'est à toi? Parce que, sans le savoir, tous les arbres, on l'a vérifié, tous les arbres nous attendent. Et ils attendent qu'on aille prendre leur énergie. Mais on le vit, on le sait. Donc, chacun ses traditions, chacun ses croyances, chacun ses pouvoirs. Les arbres attendent qu'on aille prendre leur énergie. Ils attendent que ça. Eh bien oui, j'y peux rien. C'est pas... Moi j'aimerais réagir à plusieurs choses, ouais, s'il vous plaît. Ernst, d'abord. Juste autour de l'idée d'éduquer. Je crois qu'on est de plus en plus disqualifié pour éduquer qui que ce soit en tant qu'humanité actuelle. D'après notre bilan qu'on montre à la face du monde, face à la jeunesse, aux enfants, je propose que plutôt que de vouloir les éduquer pour quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est d'essayer de les faire s'émerveiller par rapport à la nature, pour leur donner le feu sacré de la nature. Et une fois qu'ils auront ça, les lois seront obsolètes, ne seront même plus nécessaires, parce que la loi est là pour empêcher les erreurs de ceux qui ignorent. Mais lorsque la jeunesse aura été mise au goût de la nature, lorsqu'elle se sera habituée à se passionner pour la nature, elle ne pourra plus faire d'erreurs par rapport à la manière de travailler avec la nature, avec les arbres, etc. Elle fera beaucoup plus juste. Donc plus on aura cet émerveillement et cette passion pour la nature et cette empathie pour la nature, et moins il y aura besoin de législation. Et comment transmettre justement cet émerveillement à un large public, et notamment à des publics qui n'ont pas du tout la fibre écologique comme vous, parce que la plupart des gens qui sont ici sont des gens qui sont pas des néophytes, pour la plupart c'est des spécialistes ou des gens qui ont déjà cette fibre et cet intérêt pour l'environnement, mais comment toucher le plus grand nombre, notamment des gens qui ne sont pas justement cet engouement pour la nature comme vous tous ici. Là, donc, ce serait un peu cette expérience de la Finlande. Finalement, on a tous la même structure, mais on l'a un peu active ou complètement oubliée. On a tous cette mémoire profonde de notre passé forestier, de notre passé dans la nature sauvage, de notre passé comme nomade. On a été nomade pendant 500 000 ans. Et il y a quelques dizaines d'années où on a arrêté d'être nomade. On a marché pieds nus avec des mocassins pendant 500 000 ans. Et maintenant, on a des semelles en caoutchouc qui nous empêchent d'être en contact avec la terre. Et plus on fait ça tôt avec les enfants, plus c'est de la mémoire profonde, inconsciente, beaucoup plus active que ce qui est rationalisé. Et plus ça agira comme des références, comme des Madeleines de Proust, mais tirées de la nature.
Et c'est ça qui nous fait, les odeurs qu'on aura vécues comme petit enfant, c'est celles qui nous reviennent tout au long de la vie. Et c'est ces références-là qu'il faut offrir. C'est l'alphabet de la nature, le troisième alphabet, l'alphabet des arbres qui s'ajoute à l'alphabet des lettres et au système des chiffres. C'est le troisième alphabet qu'on a besoin de réactiver. Merci, Ernst. Alors, moi j'aimerais juste dire ça en fait, j'ai besoin de le dire maintenant. Je pense qu'il faut qu'on retrouve beaucoup d'humilité par rapport à la nature et par rapport aux arbres. On est là que depuis 200 000 ans, l'arbre est là depuis 380 millions d'années. Je pense que l'arbre, il n'a certainement pas besoin de nous. Ça, c'est mon point de vue, déjà. Après, moi, je suis très respectueux, Alain, de ton travail concernant l'agroforesterie. Je suis conscient que ce travail-là, il est utile et efficace. Pour en revenir au peuplier là, qui est dehors, cet arbre-là, il n'a pas besoin de nous, en fait. Parce qu'il va faire sa descente de cime, il va sécher du haut, ça va descendre. Il y a déjà les rejets qui sont au pied. Ces rejets-là, ils vont donner des nouveaux peupliers dans très peu de temps. Il n'a pas besoin qu'on s'occupe de nous. Ensuite, pour en revenir aux arbres en ville, tu dis qu'à terme, bientôt, on verra des arbres et des trognes. On aura du mal à lutter contre le réchauffement climatique de nos villes, le réchauffement de nos villes, avec des arbres bas, Alain. Et ça, il faut vraiment prendre conscience. Et c'est pour ça que moi, je dis qu'il faut planter le bon arbre au bon endroit pour justement avoir un arbre qui est résilient face au réchauffement climatique avec une grosse masse foliaire qui puisse ombrager au maximum les rues. Et moi, je terminerai là-dessus parce qu'il y a beaucoup de questions. Comment faire ce maillage, tout ça et tout? C'est simple. Refaisons revenir nos enfants, comme l'a dit Ernst, dans les forêts, tout simplement. Nous, on est en train de mettre en place le projet Un arbre, une école. Mon gamin, il est dans une école, il n'y a pas d'arbre. Il vit dans du béton, du bitume. Je trouve ça désastreux. J'arrive pas à comprendre qu'en 2022, on puisse fonctionner comme ça. Vous avez des gamins qui n'ont aucune possibilité, qui ont des parents qui n'ont pas les moyens financiers de les amener en vacances, de voir un petit peu la nature et tout. Le seul moyen parfois qu'ils ont pour être connectés à la nature en ville, dans leur seul espace bétonné, c'est ce pauvre arbre qui est dans leur cours d'école. Donc je pense qu'il faudra commencer par là. Et ensuite, c'est aussi par l'intermédiaire de l'ONF, on est en train de mettre en place un projet qui s'appelle Forécole. Forécole, ce serait récupérer les maisons forestières de l'ONF quand il pleut pour mettre nos gamins dedans, parce que l'ONF, c'est un service public. Ils ont une vocation pédagogique, l'ONF, il ne faut pas l'oublier. Les remettre en forêt, et quand il fait beau, eh bien, ils étudient sous les arbres. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on ne remet pas nos gamins en forêt, si on ne le fait pas le plus rapidement possible, on va droit dans le mur, quoi. Voilà. Juste un mot pour répondre, non pas à toutes les questions, parce qu'on ne peut pas y répondre, mais juste une, je reprends complètement à mon compte, et c'est vraiment ce que je voulais dire. On a un problème politique majeur aujourd'hui, c'est la question de l'humilité. Il faut effectivement que l'humanité redevienne humble et regarde la nature, l'observe. Je crois qu'on a besoin de beaucoup planter, mais on a besoin de beaucoup écouter et regarder. Et Francis dit toujours, hein, on commence à peine à savoir un peu quelque chose sur les arbres. La connaissance sur les arbres est en train d'exploser. L'intérêt de la libre évolution, notamment du projet qu'on porte, c'est de créer des lieux suffisamment grands pour que de l'observation, de la recherche puisse se faire, mais qu'autour de ça, on repense complètement nos modes de développement. Il n'y a pas que des solutions techniques ajoutées. Il n'y a pas que des initiatives locales. Elles sont indispensables, les initiatives locales. Il y a aussi globalement à repenser tout ce qui fonde nos croyances en matière de solutions, y compris. La croissance, qu'elle soit verte ou pas, n'est pas la solution. Il y a d'autres formes de développement qu'il faut véritablement inventer. Donc moi, je dirais, s'il y a une solution, c'est vous, enfin c'est nous. C'est-à-dire de nous mobiliser autour, certes, d'initiatives locales, parce que ça, c'est le fond, mais c'est de les relier au global. Il y a des solutions qui sont évidemment planétaires. Il y a des solutions qui passent évidemment par des cadres juridiques qui s'appellent des lois. Elles seront obligatoires, mais pas que. Donc, je crois surtout, il faut qu'on cesse de se prendre pour le centre du monde. Il est bien temps de regarder comment la nature répond. L'éternité des arbres, elle n'est pas liée
qu'à la trogne. La réponse au changement climatique, ça n'est pas seulement effectivement que des cèdres plantés dans les Vosges du Nord, mais c'est peut-être de regarder dans la pluralité des génomes des arbres ce qui peut se passer quand on laisse les arbres faire. Le changement climatique, dit Francis, hein, c'est de la routine pour la forêt. 380 millions d'années d'un côté, 300 000 de l'autre, on se calme. On se calme. Hein, et on laisse faire. Voilà, je crois que la mobilisation citoyenne est la clé. Merci. Alors moi, je ne suis pas aussi experte que mes collègues là. Donc vous avez vu ce matin ma petite expérience avec l'arganerie. Je suis phytochimiste de formation, donc je ne suis pas forestière. Mais ce que je veux dire, et pour moi est très important, qui m'a beaucoup aidé dans mon travail, c'est les communautés locales. Donc je respecte beaucoup tout ce savoir-faire traditionnel. Vers la fin de mon exposé, il y a quelqu'un qui m'a posé la question quand j'ai présenté le 100 millième arbre que nous avons planté qui était penché. Il m'a dit « Pourquoi il est penché ?» Ben, moi, j'ai posé la même question aux communautés locales. Je lui ai dit « Mais pourquoi il n'est pas droit, celui-là ?» Elle m'a dit « Parce qu'il faut respecter ses racines. » Et donc voilà, c'est ça, il faut toujours respecter. Ils ont beaucoup de savoir-faire à transmettre. Et donc, moi qui ne connais rien à la foresterie, j'ai basé toute mon expérience sur le savoir-faire. Donc, j'ai essayé d'expliquer tout le travail de médecine traditionnelle que j'ai essayé d'expliquer par les sciences exactes, tout ce savoir-faire dans les plantations aussi. Donc, j'ai toujours travaillé la main dans la main. Il y avait même un petit problème entre les institutionnels et les communautés locales parce qu'ils ne leur faisaient pas confiance. À chaque fois que les institutionnels voulaient planter, par exemple, l'arganier, ben, ils sortaient, ils disent non, on ne veut pas vous voir dans nos champs parce qu'ils ont toujours, les institutionnels les ont toujours verbalisés. Donc, ils ont toujours gardé ça. Alors, avec nous, on s'est mis entre les deux. Je dis, mais non, ils sont prêts à vous donner leur terre, mais à condition que vous travaillez la main dans la main. Et donc, ma petite expérience avec les communautés locales a donné beaucoup de résultats. Je voudrais aussi insister sur les enfants. C'est les générations futures. On doit travailler avec les enfants. Nous, notre petite expérience dans les écoles, elle était vraiment très, très intéressante. Voilà, merci. Je ne peux qu'insister sur cette importance de revenir à ces savoirs locaux et donc pas partir de ce qu'ils savent et partir de ce qu'ils font. C'est pas on va faire un projet et puis on va travailler avec les communautés locales pour faire passer le projet. C'est qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils ont besoin, quelle est leur intelligence, quelles sont leurs connaissances, comment on peut travailler, comment la recherche peut être au service d'eux. Et non pas les communautés locales au service des projets définis par les chercheurs et par les institutions. Ça, c'est un changement culturel radical pour les scientifiques et les institutions. Comment travailler, mais pas parce que nous, on a trouvé les solutions, mais de quoi est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Et comment, à partir de ce qu'ils ont à offrir, on peut construire quelque chose qui sera bien plus important que ce qu'on peut penser chacun dans notre coin. Donc, voilà, c'est... Pour prolonger ce que tu dis, juste une petite anecdote que Francis raconte souvent, mais qui rejoint ce terrain de l'humilité. Il était en Indonésie et il était avec un chef en train de regarder une forêt qui était menacée. Il dit, chef, il faut pas déforester, il faut se battre, il faut absolument... Et le chef le regarde et lui dit, mais... tu viens m'expliquer qu'il ne faut pas que je déforeste, mais comment vous avez fait chez vous? Qu'est-ce que vous avez fait chez vous? Tu viens m'expliquer, moi, que je dois faire le contraire de ce que vous avez fait. Et c'était une des racines de sa volonté de faire chez nous un certain nombre de choses avant d'aller expliquer aux autres ce qu'il faut qu'ils fassent, quoi. On va peut-être prendre une question du public. Y a-t-il des questions dans le public? Est-ce que l'heure avance? Pour ma part, c'était plutôt un témoignage. Donc je parle sous couvert du président de séance, pour avoir expérimenté à ses côtés et grâce à lui le lien avec un cerisier semi-sauvage rendu à l'état sauvage et de s'être rapproché de cet arbre dans l'intention
de lui apporter quelque chose parce qu'on le voyait monstrueusement triste, que nous nous sommes mis autour et que dans le cercle que nous faisions, nous avons senti comme une énergie de Thor se mettre en place entre nous qui étions à la périphérie de la frondaison et le tronc de l'arbre. Et qu'ensuite, lui nous a rendu des choses puisqu'il nous a permis de faire une expérience de résistance musculaire et de testing musculaire dont on se souviendra tous. Ça, c'est pour le premier témoignage. Et le deuxième témoignage, je suis convaincue que ça passe par les enfants. Parce que quand j'étais enfant, de 4 à 17 ans à peu près, on se baladait dans une forêt au pied de chez mes grands-parents. Et sur 400 mètres de long, les anciens, les plus âgés, avaient mis en place ce qu'on appelait des noisetiers. Et on se baladait en sautant de noisetier en noisetier. Et à chaque fois, les anciens nous disaient, il y a telle plante en bas, il y a tel arbre à côté, il y a telle chose ici. Et je crois que si je n'avais pas eu ça et la rencontre du cerisier, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Merci. Si je peux juste rebondir sur ce que Madame vient de dire. En fait, il faut vraiment... Comment dire, la limite est fragile entre aujourd'hui parler de tout ce qu'on peut ressentir avec un arbre quand on décide de se connecter à l'arbre et le grand public qui n'est pas prêt à entendre ça en fait. La limite elle est fragile. Moi je sens, je vis des choses mais j'en parle pas forcément. Alors je pense que c'est un tort, il faudra peut-être en parler, mais on a vite fait d'être rangé dans la catégorie des huluberlus. Il faut savoir une chose, c'est que je ne grimpe jamais un arbre sans lui demander l'autorisation. Si je ne demande pas l'autorisation, c'est mental, hein, je n'ai pas besoin de parler, je ne dis rien, ça se passe, c'est comme ça. Si je grimpe un arbre un matin où je suis fatigué, j'ai oublié de le faire, sans lui demander quoi que ce soit, c'est plusieurs fois que ça m'est arrivé, je l'ai constaté, je me prends une toute petite branche coincée dans le cordage un matin en hiver, dans l'oreille bien gelée, je peux vous assurer que ça me calme direct, quoi. Et une fois que je me reconnecte à l'arbre, je travaille toute la journée, les déplacements dans l'arbre sont fluides, les cordages ne se bloquent pas, et on est en vraie osmose et en vraie communion avec l'arbre. Voilà, ça je voulais juste vous le faire partager, c'est mon ressenti de grimpeur. Mais voilà, en fait vous faites comme le baron perché, vous passez d'arbre en arbre sans jamais descendre. Voilà, c'est très bien. Ce que vous venez de dire, Thomas Braille, est un très bon pont par rapport aux jours qui vont suivre, les thématiques demain sur l'intelligence des arbres, et puis la thématique samedi, grâce à nos amis du Burkina Faso, qui, pour eux, c'est quelque chose de tout à fait naturel de communiquer avec les arbres. Ce sont des personnes, enfin, ce sont des êtres communicants. Et on parle du génie des arbres, enfin, vous en parlerez beaucoup mieux que moi, enfin, vous expliquerez tout ça, mais en fait, c'est cette reconnexion spirituelle à l'arbre qui vous est aussi très cher, professeur Zurcher. Donc, c'est vraiment un bon lien par rapport aux sujets qui vont suivre les jours suivants. Et c'est très bien de le dire, en plus, en Europe, où c'est vrai, on a tendance à perdre, à pas avoir honte de dire ce genre de choses, de transmettre ce ressenti et cette spiritualité qu'on peut ressentir auprès des arbres. Claude Lefebvre aura beaucoup à dire aussi. Le quatrième jour, le dernier jour, vous pourrez en parler justement de cette connexion et cette communication avec les arbres. Donc, on voilà. va prendre une autre question dans le public, Ingrid. Oui, Oui, depuis ce matin, on entend parler d'arbres, d'agroforêt et de forêt. Question toute simple, pour chacun d'entre vous, qu'est-ce qu'une forêt ? La question la plus intéressante de la journée. Non, je rigole. La définition que je pourrais donner d'une forêt, pour moi, c'est un écosystème qui associe des arbres, des animaux, des champignons, des bactéries. Évidemment, moi, je suis plus sensible à la question des forêts qui sont allées au bout de leur propre développement, mais c'était le milieu dans lequel la planète s'est installée pendant des centaines de millions d'années.
C'est voilà, à la fois milieu par rapport auquel on devrait d'ailleurs, et c'est une démarche qu'on aimerait bien engager au niveau de l'association, on aimerait bien que l'humanité, y compris dans ses représentations politiques, se repose aujourd'hui non pas la question au cours d'assises de la forêt de comment on va améliorer le fonctionnement de la filière bois, mais quelle est l'intention de l'homme à l'égal de l'arbre? Qu'est-ce qu'il a envie de faire avec lui, l'arbre globalement pris, l'arbre en forêt? On a besoin de tout l'arbre. Nous en avons besoin. L'arbre, effectivement, on l'a dit, n'a pas besoin de nous. Voilà ce que c'est que pour moi une forêt. Je joute un petit point, je voulais juste évoquer l'aspect les enfants. Oui, bien sûr, les enfants. Faisons de la pédagogie, faisons de la formation, et c'est utile. On a 5 ans pour prendre des décisions fondamentales qui vont éviter à ces enfants de prendre 50 à 60 degrés tous les matins quand ils auront 20 ans ou 30 ans. Donc les enfants, oui, mais nous, tout de suite, c'est absolument décisif. Alors moi, je vais vous faire une réponse d'anthropologue. C'est-à-dire que la forêt, la définition de la forêt, toute définition dépend complètement du moment et de la société dans laquelle vous la posez. Nous, on a très peu de termes pour désigner la forêt aujourd'hui. Il y a la forêt, il y a le bois, il y a le bosquet. Vous regardez, chez nous, en Europe, il y a 300 ans, le nombre de termes qui désignaient la forêt, il y en a 40. Il y a des définitions selon les espèces qu'on va trouver, il y a des définitions selon le statut de la forêt. Donc, définir une forêt, pour moi, c'est un peu vain. Une forêt, ça peut être, selon l'endroit où on est, les gens avec qui on est, ça peut être un arbre. Il n'y a, encore une fois, pas de définition universelle. Et enfermer la forêt dans une définition universelle, la FAO a tenté de faire ça. Ça ne marche pas. Une forêt au nord, une forêt au sud, ce n'est pas la même chose. Une forêt équatoriale, une forêt en zone aride, ce n'est pas la même chose. Donc, revenons encore une fois aux perceptions des sociétés, aux perceptions qu'ont les sociétés. Qu'est-ce qu'une forêt ? Et pourquoi on cherche à la définir? Peut-être aujourd'hui, effectivement, pour des raisons juridiques, pour des raisons de politique, on doit la définir. La définition enferme, toujours. Voilà, c'était une... Moi, je vais vous la donner. Puis je vais en remettre une couche. La forêt, je dis devant le professeur et devant vous tous, la forêt, c'est l'appel. La seule définition que je connaisse de la forêt, c'est l'appel. C'est ce qu'on doit imiter, traduire. La forêt, elle fait tout avec rien. Donc, c'est un endroit où on est bien et on voit dans notre modeste diversité de l'importance de la diversité de ses formes, de ses structures, de ses couleurs. C'est la forêt qu'on en fait. Elle fait tout avec rien et c'est ce qu'on doit imiter. Qu'on ait 20 mètres carrés de jardin ou 40 hectares, c'est ce modèle-là, j'y reviens, qui est celui de la productivité. La forêt est hyper productive. Et ça, c'est hyper important, parce que ça dépend de la qualité des sols. Et d'ailleurs, il est des forêts de par le monde qui sont des forêts de trogne, parce qu'on n'avait pas assez de bois. Je suis chiant, hein? Mais vous verrez, au bout de 2 heures, ça passe. Vous imaginez pas la biodiversité qu'il y a là-dedans. Comme on n'avait pas assez de bois... Attendez, c'est moi qui parle. Comme on n'avait pas assez de bois pour faire les navires, par exemple, je pense à celle du Pays Basque, comme on n'avait pas assez de bois, on n'a pas coupé les arbres au pied, on les a trognés, parce que quand on les trogne, ils produisent du bois de façon exponentielle. Sans couper l'arbre, on produit du bois. T'as déjà fait un truc pareil, là? Hein? Vous voyez le truc? Ça commence à venir. Encore une fois, hein, ne vous excitez pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut en mettre partout. Mais c'est le modèle qui va nous aider à nous sauver. Sans couper l'arbre, on peut produire du bois de façon exponentielle. Et cette question de la biomasse, aujourd'hui, elle est urgentissime, parce que là, on est bien gentil, on fait les poètes. Hein. Mais demain, quelle carotte on bouffe, quelle patate on bouffe, quel poulet on bouffe, et quel matériau on utilise pour notre maison. Hein. C'est ça l'intelligence collective, l'appel de la forêt. À toi. Juste rebondir sur ce que Geneviève disait, un arbre tout seul est déjà une forêt. C'est un organisme, on peut déterrer l'arbre, on peut le replanter ailleurs, ça repart. On peut même le replanter à l'envers si c'est au bon moment et ça repart aussi. Donc plus flexible, c'est pas possible.
Mais ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on laisse les arbres aller leur libre cours, évoluer à leur manière. Cet arbre seul ne va jamais rester seul, il va tout de suite être accompagné par d'autres parce qu'il attire des oiseaux, des insectes, etc. Et des graines arrivent et d'autres arbres s'associent à cet arbre. Et à ce moment-là, il se crée une communauté d'arbres et l'arbre qui était un organisme à part entière devient organe d'un organisme d'un autre ordre. C'est cette communauté d'arbres. Il y a une émergence, c'est-à-dire les propriétés de la forêt sont beaucoup plus que les propriétés d'arbres individuels. Et cette notion d'émergence fait rejoindre cette idée, c'est que la forêt n'a jamais abouti à la totalité de ses potentiels. Elle fait beaucoup plus que tout ce qu'on pourrait imaginer, en sachant s'associer à d'autres, champignons, faune, etc. Donc, la forêt elle-même est un organisme dans l'arbre et l'organe. Et maintenant, on peut faire la même pensée, la même réflexion. La forêt organisme devient organe d'un organisme d'ordre encore supérieur, de l'organisme ultime, c'est la Terre. Et c'est l'organe de protection de la Terre. Et là, on voit les forêts à différents niveaux, chaque fois avec une autre fonction. Et cette fonction ultime, c'est celle qu'on doit remettre en route parce que la Terre, elle est mise à nu, elle est désertifiée, elle est complètement abîmée dans d'immenses zones de territoire. Elle a besoin d'être reprotégée par de la forêt. Mais là, pour rejoindre cette idée de maillage, de connexion de ces différents systèmes, de combien de forêts a-t-on besoin pour rééquilibrer le tout ? De combien de forêts sauvages, avec vraiment toute la faune et la flore spontanée que la nature veut à cet endroit ? Et combien faut-il de noyaux dont on respecte la biologie ? Et autour de ça, on peut imaginer des forêts beaucoup plus, tout aussi naturelles, mais qui sont gérées. Et encore une fois, autour de ça, c'est la connexion de ces forêts avec les systèmes agricoles. C'est que cette biodiversité sauvage, la partie sauvage du paysage, doit pouvoir irriguer la partie cultivée grâce à ces corridors de biodiversité, les haies, les cordons boisés, les ripisylves, alimentés par ces noyaux de forêts primaires, en fait. Avec le temps, ça redeviendra des forêts primaires qui sont les batteries de la biodiversité qui seront là à alimenter tout le système. Donc, continuité et reconnexion entre tous les différents types de forêts, suivant sous quel angle on se place, et reconnexion entre les humains et la forêt via l'émerveillement. Si je peux me permettre, je vais vous donner juste une petite image que vous allez comprendre rapidement. Quand vous commencez à prendre de l'âge, vous perdez vos cheveux. Il y en a ici ? Ah, il y a même des très jeunes qui les ont déjà perdus. Bon, on ne dira pas qui c'est. Ok. Là, quand vous commencez à prendre un petit peu le soleil, on vous dit mets une casquette. Parce que vous pouvez attraper un cancer. Les arbres sur la terre, ce sont comme les cheveux sur la tête. C'est aussi simple que ça, quoi. Voilà. C'est juste une image. Très belle image. On va prendre une autre question, une avant-dernière question, parce que le temps tourne, comme aurait dit notre ami le compteur ce matin. Alors moi, je voudrais faire juste un témoignage avec mes cheveux sur la tête. Enfin, voilà. C'est une bonne transition. Je suis clown jardinier. Et je suis clown jardinier. Je fais partie du GNSA. Et quand vous parliez des enfants, mais il disait faux. Moi, je pense que les enfants et nous, tout est lié aujourd'hui. Je travaille, j'œuvre avec des enfants dans des écoles. J'ai découvert le cycle du blé cette année, en plantant du blé d'hiver et en accompagnant les enfants. Et j'ai vu là toute mon ignorance de cette céréale extraordinaire et qui questionne tout, l'alimentation, les modes de production. J'initie des jardins dans du ludotech. Je participe dans mon quartier en répondant à un budget participatif à créer avec les habitants. Il y a une constellation qui est en train de se créer sur notre quartier. Donc déjà,
local, proche. Ça veut dire que moi, demain, qui vis à Antony, en partie, dans un appartement, je peux descendre et aller dans mon jardin de quartier. Je peux avoir cette reliance aux arbres, au végétal. Mais l'école, c'est l'endroit essentiel, à mon avis. L'éducation nationale a mis un label qui s'appelle le label E3D, établissement en démarche de développement durable, qui légitime maintenant la possibilité de dire, ben voilà, j'arrive, je viens pour vous aider, vous enseignants. Je l'ai fait avec l'école de ma maternelle de ma fille, mais j'ai vu que je pouvais le faire dans des établissements où je n'avais pas mes enfants scolarisés. Il y a besoin aujourd'hui, les enseignants sont prêts, il y a beaucoup d'envie, il y a besoin que nous engagions bénévolement à les aider, les apporter. Moi, j'envisage aujourd'hui de faire des formations pour les parents d'élèves, pour leur donner les bases, pour dire comment je peux accompagner un enseignant. Et c'est pas compliqué, parce qu'en fait, l'enseignant avec qui je travaille, même plus sur le jardin à l'école, mais sur l'école au jardin, aujourd'hui, c'est-à-dire que cette personne, elle a envie de passer du temps, parce qu'elle voit bien, on parlait là de cette expérience en Finlande, des enfants béton et des enfants forêt, que les enfants, dès qu'ils sont dehors et qu'ils dessinent le blé ou le figuier tel qu'ils le voient, comme fait, ça m'a touché quand j'ai vu Monsieur Allais dessiner derrière le drap blanc, c'était extraordinaire. Et donc, il y a besoin que les enfants retrouvent une unité, les enseignants aussi, parce qu'en fait, effectivement, à l'école, on apprend le français, les mathématiques, etc., des matières, on pourrait dire dissociées. Mais tout d'un coup, là, le jardin devient le lieu de l'unité. C'est-à-dire qu'à travers le jardin, je vais mesurer, je vais tracer mes sillons, je vais planter mes piquets, je vais faire à la fois des mathématiques, du français, de la poésie. Et donc, et là, en lien avec restaurer ce lien au vivant. Et le lieu de l'école est très important parce que c'est la communauté scolaire. Donc ça veut dire c'est les enfants, mais c'est les parents, c'est tous les personnels. Alors on associe bien sûr les personnels administratifs, techniques, ceux qui ont... Il faut à chaque fois trouver là où les personnes ressources. Ça commence à 2 personnes. Moi, j'ai commencé dans une école avec une enseignante qui avait sa fille dans l'école de ma fille, mais qui enseignait dans une autre école. Elle me dit, on a commencé cette année, elle me dit, Olivier, mais merci, mais heureusement que tu es là. Et moi, je lui dis, Karine, mais heureusement que tu es là. Et ce qui est important... Non, c'est un témoignage, il n'y a pas de question, mais c'est pour... j'ai envie de partager, quoi. J'ai envie de partager autour. Ce qui est essentiel... En tout cas, il est c'est quand même une valeur sûre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a besoin là, de chacun de nous, là, si on cherche des lieux, des motifs d'engagement, des écoles, on en a chacun à moins d'1 kilomètre ou 2 kilomètres de chez nous, donc on peut... Il y a besoin de s'investir. Et c'est dommage, j'avais quelque chose d'important, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça commence comme ça à 2. Les personnes ressources, voilà, c'est ce que je voulais dire. Les personnes ressources, et surtout, alors là, il y a besoin de... Je pense que ça, les arbres nous donnent l'exemple de cultiver un petit peu dès l'instant où on a lancé cette direction, de dire, voilà, aujourd'hui, tiens, j'ai sur WhatsApp, voilà, rendez-vous au jardin de la ludothèque, j'ai ça à planter, et puis ce matin-là, personne ne peut. Mais là, moi, je sais que je dois y aller. Parce que je sais que ce projet-là, je sens, ça c'est aussi notre capacité de sentir, je sens qu'à cet endroit-là, on doit soutenir. Le projet doit être soutenu. Quand vous sentez qu'un projet doit être soutenu, là, ça demande un petit peu de détermination. Moi, je suis modeste parce que je vois Madame, par exemple, au Maroc, je vous vois tous avec cette détermination. Et ça, on cultive, ça permet de cultiver cette détermination. Et puis, par exemple, pour vous dire aussi les graines que l'on sème, cet ami qui vient avec son enfant depuis 2 ans dans ce jardin de la ludothèque, on est un petit groupe, il y a aussi d'autres enfants. Tout d'un coup, cet enfant de 8 ans, dans son école, à la cour de récréation, sur un petit espace enherbé, elle commence à gratter la terre et à vouloir planter des choses avec 2 copines. Alors les maîtresses lui demandent, mais tu fais quoi? On veut faire un jardin là. Il faut demander au directeur. Alors elles vont voir le directeur. Le directeur, on va voir. Et puis elles reviennent le voir 15 jours après. Donc ça, pour que la conscience aujourd'hui s'élargisse,
Je pense que l'endroit, il est là à l'école. C'est les enfants aujourd'hui qui vont eux-mêmes aller voir le directeur et dire on veut un jardin. C'est les collégiens qui vont dire on veut faire le bilan énergétique de notre bâtiment, on veut faire de l'agroforesterie dans l'espace qui se trouve là. Et c'est pour ça que je dis que ce lieu de l'école, à mon avis, voilà, il est important. Et c'est un lieu où chacun de nous, on peut s'engager aujourd'hui. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Merci. Donc, je voulais faire une petite intervention. Donc, vous êtes d'accord avec le monsieur, j'imagine, de remettre de l'arbre à l'école et de renvoyer l'école dans la forêt, et si possible, le plus de population vers la forêt. C'est la façon de reconnecter arbres si je peux me permettre une chose aussi, je le dis souvent, mais vous voyez là, il y a marqué Forum international des arbres et des hommes. On est 55 millions de Français, ou 70 millions. Je me dis, il y a encore du boulot à sensibiliser les adultes. Et ça, je le dis dans toutes les conférences, parce que, certes, la salle est pratiquement pleine, on va dire, allez, il va y avoir du monde sur les 4 jours. Mais on est 70 millions, quoi. Il est là aussi le problème. Voilà. Une autre question ? Oui, merci. Je voudrais savoir aujourd'hui, en France, puisqu'on est là, quel est l'état d'esprit par rapport à tout ça, des gros céréaliers, de Beauce par exemple, dont les photos que vous nous avez montrées tout à l'heure. Merci. L'état d'esprit n'est pas... Malheureusement, l'état d'esprit n'est pas mauvais, parce que chacun est conscient du problème. Aujourd'hui, tous les rendements baissent partout. Les chocs climatiques font que ces agricultures dites industrielles sont dans une grande précarité, mais nous les mangeons tous les jours dans le pain que nous consommons. C'est pour ça que j'insiste lourdement sur le produit. Les agriculteurs, pour les connaître un petit peu, attendent de nous un geste fort. Ils attendent de nous un geste très fort. J'insiste, on peut s'arrêter, on part tous les deux, et puis on dit putain celui-là c'est quand même un gros salaud. Et puis on va discuter, au bout d'une heure on va dire il fait bien ce qu'il peut avec ses investissements, avec son... Vous voyez ce que je veux dire? Je les défends parce que je suis dedans, mais je les défends aussi parce que je les comprends, je les connais, je les vois très, très, très humblement. Mais la majorité des produits que nous consommons tous aujourd'hui vient de ces agricultures-là parce que ça nous arrange bien. En tout cas, moi, je fais partie des gens qui ont les moyens de se payer une alimentation qui coûte juste 4% de plus, entre parenthèses. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Ils attendent de nous un geste fort. Vous sauvez les sols, vous sauvez donc la biodiversité, vous optimisez ce rayonnement solaire qui ne touche plus le sol, vous protégez, vous produisez, vous prévenez. On va le faire, le job. Ils sont prêts à ça. On est vraiment dans... Vous le savez, les taux de matière organique ont terriblement baissé. Dans mon territoire, le bassin versant s'appelle la Garonne, le bassin Adour-Garonne, la Garonne. Tous les mois de janvier, elle fait 10 km de large de nos agricultures. Et on peut être bio, local, de saison, équitable, paysan, tout ce que vous voulez. Tant que les sols sont nus et tant que les sols sont travaillés, c'est l'hécatombe. Ce n'est pas une attaque en règle, encore une fois, c'est l'hécatombe. Il faut remettre cette dose d'agronomie, copier ce modèle de la forêt, retrouver la diversité, la productivité, parce que l'état d'urgence, il est là. Et on doit, nous, si nous considérons comme des citoyens, je ne sais pas s'il y a des agriculteurs dans la salle, peut-être, en tout cas nous on en voit beaucoup. Ça se passe, les formations, pour vous donner un ordre d'idée, les formations sont toujours pleines, les journées techniques sont toujours garnies, les discussions sont passionnantes. Ce dont on manque le plus, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, on peut les aimer, les adorer, leur demander, leur donner des offrandes, on peut faire tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, il faut qu'on passe à l'action. Il faut qu'on passe à l'action de rééquiper ces territoires. Tu l'as dit, planter, semer, ça veut dire faire des pépinières aussi. Une pépinière par commune, soyons fous. Parce qu'on va laisser pousser, mais le pêcher de vigne, on va le planter, parce qu'il ne va pas apparaître comme ça dans le jardin. C'est peu probable. Donc il y a cet état d'urgence-là où tout le monde attend tout le monde. Je crois pouvoir dire, peut-être je me trompe encore de temps en temps, voire beaucoup, le monde agricole, qui est dans un marasme absolu, attend
du citoyen ce geste de faire un pas vers, faire un pas. Faisons un pas et les choses vont changer. Pour le dire, cette agriculture que l'on qualifie agroécologique, elle est hyper rentable. C'est-à-dire qu'on gagne bien mieux sa vie en faisant travailler le végétal que le métal ou la chimie ou je ne sais quoi. On gagne bien mieux sa vie et on produit plus. Et ça, en termes de sémantique, on n'a pas accepté encore, et ça c'est notre problème de nous les consommateurs ou des consommateurs, on n'a pas accepté que le modèle était hyper productif. On est encore, je vais faire du très politiquement incorrect, on est encore dans la sphère Hulot-Rabi, quoi. La décroissance à 2 balles. Ces modèles, ils produisent beaucoup de ressources, beaucoup d'alimentation et une grande diversité. Le modèle du sol, il est hyper productif. Un sol qui n'est pas hyper productif, c'est un sol qui se meurt et qui est flingué. Je n'ai pas dit du productivisme, hein. Je sais que tu vas réagir et tu as raison. Je n'ai pas parlé de productivisme, j'ai parlé de la productivité de la forêt. Partout où elle peut, phrase de lui, là, le mec à côté de moi, partout où elle peut, la terre appelle des arbres les plus grands possibles dans un laps de temps le plus court possible. On n'a pas encore pigé ça dans la ration du sol. Quand on a pigé ça, que ce modèle, il est hyper productif, qu'il y aura à bouffer pour tout le monde, qu'il y aura de la diversité, qu'il y aura de l'optimisation, ce rayonnement solaire, il donne des fruits, il donne des grains, il donne du pain. Et ça, c'est hyper important. Les systèmes qui produisent peu sont des systèmes qui s'effondrent littéralement. Ce qui n'a strictement rien à voir avec une forêt primaire. On est bien d'accord. Mais on fait le modèle de la forêt hors forêt. Ça on ne l'a pas encore compris. On peut produire, protéger. J'insiste, la biomasse et la biodiversité, c'est strictement le même sujet en agriculture. C'est le même sujet. Et pour l'instant, on les oppose. Quand on arrêtera ces oppositions de faire de l'écologie politique à la con, on avancera grandement. Il faut s'émanciper de ce discours punitif. Mangeons de tout, mangeons bien, stockons du carbone dans nos corps, des produits sur sol vivant. Et il y en aura largement pour tout le monde. C'est juste pour apporter un complément sur 2 autres types de publics qu'on peut avoir à rencontrer sur la base de l'expérience de l'association autour du projet de Francis Allais. Les institutions et la filière bois. Incontestablement, et là le dernier rapport du GIEC a pesé assez lourd. Il y a un ébranlement, il y a quelque chose qui tremble. On entend parler autrement, on entend parler de choses nouvelles à faire, on entend parler de la possibilité de se concerter. Mais il ne faut pas se payer de mots. On entend quand même derrière des solutions qui sont des solutions de gestion de la nature par l'homme. Nous savons ce qu'il faut pour faire une bonne forêt. Nous savons qu'on parle de pédagogie. Là, on a parlé des enfants. Mais attention, ce qu'on a entendu à longueur de temps aux assises de la forêt, j'étais dans la commission qui a discuté de la question du rapport avec les enfants, c'était comment faire passer par le biais du ministère de l'Éducation nationale la beauté du rôle de la filière bois. C'était pas du tout... Ça sert à quoi un arbre? C'est quoi une forêt? En quoi on en a besoin? C'est comment faire comprendre aux enfants qu'il faut bien gérer les forêts pour qu'elles vivent et pour qu'elles s'épanouissent toutes seules. On a un énorme travail pour poser les questions qui sont des questions... C'est une révolution dans les têtes qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on change complètement de système. Il faut qu'on arrête de se regarder le nombril. Je suis absolument d'accord pour dire que c'est non pas de la décroissance, c'est non pas du malheur, on ne se met pas les instruments de torture sur la tête, c'est comment on crée les conditions d'une nouvelle prospérité. Une prospérité intelligente, une prospérité raisonnée, une prospérité qui s'articule avec le vivant. Complètement, c'est ça. Donc, du côté des institutions, ébranlement. C'est ce qui fait qu'un projet comme le nôtre, qui est une utopie absolue, l'idée de Francis, une utopie absolue, certes, il y a la personnalité de Francis Allais, mais quand même, avec toutes les institutions, on arrive à ouvrir les portes et à dire on va peut-être commencer à un moment donné à travailler. Et sur la base d'un projet concret, eh ben, de tirer toutes les questions. Mais c'est pareil pour chacun des projets que vous animez les uns les autres. Simplement, ce que je crois, c'est que le moment est venu pour tous, au-delà des projets locaux, ou avec les projets locaux, ou à cause des projets locaux, de poser du côté des institutions, des filières, etc., la question du pourquoi on le fait. Mais pourquoi on a besoin de bois?
Mais pourquoi il faut une filière bois? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi on a besoin de la voler? Pourquoi? Ernst, le mot de la fin? Merci d'être là. Restons ensemble et continuons comme ça. Merci à tous. Le truc le plus important, c'est, si vous ne l'avez pas vu, c'est de voir le film ce soir, parce qu'il est totalement fabuleux. Ça, c'est sûr. Oui. Vérifié et approuvé. Ce film est un chemin qui nous mènera loin et qui nous propose une grande réflexion. Merci. Donc, rendez-vous à 20h30 pour le film La puissance de l'arbre. Voilà.